C'est une étude BCG pour Tétu et elle est édifiante. 80% des jeunes LGBT+, souhaitent être plus visibles en entreprise. 1 sur 2 le sont réellement. Ce décalage, Chantal Gamperlé en a récemment pris conscience. DRH pour LVMH, elle nous parle de ses engagements pour faciliter la visibilité des personnes LGBT+. Bonjour, Chantal Gamperlé, je suis DRH du groupe LVMH et membre du comité exécutif. Moi, c'était le déclencheur. Il y a, je crois, à peu près 4 ans, j'étais à Londres et par hasard, je me suis trouvée à la Gay Pride et j'ai vu des tas d'équipes finalement qui venaient de sociétés très traditionnelles et je me suis dit, mais on devrait être là et on n'est pas là. Ce n'est pas étonnant que seule la moitié des jeunes LGBT soient visibles ou se rendent visibles dans leur univers de travail parce que c'est quand même une question complexe d'une part et c'est une question qui touche à l'intime. Il faut vraiment se sentir en confiance, en soi d'abord, avoir confiance en soi et ensuite aussi se sentir en confiance avec ses collègues, avec sa hiérarchie et c'est pour ça que c'est important au sein de l'entreprise de signifier oui, on est une entreprise qui est inclusive. Il y a un philosophe qui disait que le mal triomphe par l'inaction des hommes de bien et je pense qu'on est caractérisé par son engagement. Oui, il a fallu se battre pour dire que justement, même chez nous, univers créatif, univers où nous avons l'habitude de travailler avec des personnes qui sont entre autres issues de minorités LGBT, pour dire oui, ça reste un sujet d'acceptation. D'une part, le groupe LVMH n'est pas seulement dans la mode, on est dans 6 secteurs d'activité distincts. D'autre part, c'est vrai qu'on est un groupe qui vit de la créativité, mais justement cette créativité, elle se nourrit de la différence. On a été partenaire de l'ONU pour signer la charte antidiscrimination qui a été le prétexte d'inviter nos talents de différentes maisons, différents pays. On avait alors là un créatif, Francis Kurjan, le parfumeur, on avait le CEO de Belvedere qui chacun parlait de leur parcours. Ça permet de donner des rôles modèles, ça permet aussi de créer probablement un sentiment d'appartenance, de la confiance. Moi, ce qui me préoccupe, c'est bien sûr de commencer par le discours, mais derrière, de l'animer par des actions. Je crois que nous avons été l'un des premiers groupes à mettre en place en France, ensuite à l'international, une manière de veiller à ce que nous ne discriminions pas à l'embauche via l'autotesting des CV. Et en particulier sur la question de l'orientation sexuelle. Ça, c'est très important parce que, si vous voulez, ça bloque simplement l'entrée dans l'entreprise. Nous avons créé ce qu'on appelle l'Inclusion Index, qui est une manière de mesurer, de répertorier les initiatives qui se passent dans les maisons LVMH. On a 70 maisons et ce qu'on a remarqué, c'est que déjà l'année dernière, il y avait 26 initiatives remontées par les maisons qui touchaient les LGBTI. Moi, je suis inspirée par le courage des gens qui sont des gens inconnus, qui prennent sur eux, qui se rendent visibles, qui partagent ce qu'ils ont de plus intime, de plus profond. Et j'ai envie vraiment de leur dire merci et bravo. Le message que je pourrais adresser à des jeunes qui sont chez nous et qui sont LGBT, c'est de se dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils se sentent prêts à être visibles parce que nous sommes là pour les soutenir et les faire évoluer. Rôle modèle jeune diplômé LGBT+ 2020, ils nous ont rejoints dans ce studio 221 de la Maison de la Radio pour notre seconde table ronde. Cyrielle Collignon, auditrice senior chez EY, Alexandre Touret, consultant stratégie digitale IBM et cofondateur de LGBT Talent, et Sean Kilbride, directeur adjoint de la formation continue à l'ESCP. Bonjour à tous les trois et bienvenue. Alors, Bethany Randall aurait dû également être des nôtres ce soir. Née en Angleterre, elle obtient son premier poste chez Aviva à Norwich. Aujourd'hui, elle vit en France, travaille toujours chez Aviva, dont elle a par ailleurs intégré le réseau LGBT. Bonjour, je m'appelle Bethany Randall, je suis chef de projet chez Aviva France. Pour moi, la tentation du placard, c'est une vraie réalité. J'ai commencé à travailler à Norwich, qui est une petite ville en Angleterre assez rurale. J'arrive à Norwich j'ai 22 ans. Je suis très jeune, je sors tout juste de l'université et tout de suite on me dit dans 3 mois, dans 4 mois, tu vas gérer une équipe. Et il y avait des gens qui étaient jeunes
Mais aussi, il y avait des gens qui avaient fait ce travail pendant 20 ans. Donc j'avais décidé de ne pas être visible parce que tout de suite, je me suis dit non, il faut que les gens me prennent au sérieux. J'ai peur de me révéler, d'être visible et que les gens ne vont pas me prendre au sérieux et ça va compter contre moi. Je pense que c'est pas forcément vrai, mais c'est l'idée qu'on suit au fond de nous. Il y a toujours cette peur que les gens vont vous rejeter. Donc avec le Graduate Programme à Viva, j'ai eu l'occasion de partir au Vietnam. Je me suis dit, je vais peut-être pas tout dire. Je vais juste arriver, je vais être à fond dans mon travail, je vais faire mes preuves. Néanmoins, après un mois d'être là, malheureusement, ma copine avait perdu sa maman. Donc j'avais voulu prendre quelques jours de congé pour pouvoir être avec elle, pour pouvoir la soutenir. J'ai dû faire mon coming out pour vraiment expliquer la situation. Par la suite, ça a ouvert des questions sur la sexualité, qu'est-ce que ça veut dire être lesbienne, etc. avec l'équipe. À la base, je n'étais pas très à l'aise. Mais j'ai pris ça comme, en fait, ils n'ont jamais rencontré une personne lesbienne. C'est le moment où ils se disent, oh, je vais poser mes questions parce qu'en fait, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je me suis dit que si je les aide à voir toute cette partie de l'humanité, ça peut les aider. À un moment, j'ai décidé d'être visible quand j'ai rejoint Aviva France. Il y a 2 facteurs qui m'ont poussé à prendre cette décision. Le premier, c'est que je pense que je commençais moi-même à prendre confiance dans qui j'étais. Et aussi, il y a toute la culture au travail où l'entreprise s'engage. Il y a vraiment des actions concrètes qui sont derrière. Personnellement, je pense qu'être visible, je suis plus confiante. J'ai plus de confiance en moi. Je sais que je peux aller dans une réunion et être moi-même, je peux réagir, etc. Je suis sereine. Ça m'a permis aussi d'être plus sereine dans ma vie familiale. J'ai pu faire mon coming out à mes grands-parents, par exemple, qui pour moi était quelque chose qui était assez important. Mais si on n'a pas ces messages de sécurité avec ces actions concrètes qui sont partagées, ça peut être très difficile d'être visible en tant que jeune et LGBT. Je voulais d'abord entendre vos réactions sur ce chiffre que j'évoquais tout à l'heure. 80% des jeunes LGBT+, qui souhaitent faire leur coming out en arrivant dans l'entreprise. 1 sur 2 seulement qui finit par le faire. On va essayer de comprendre pourquoi tout au long de cette table ronde. Mais d'abord, une question finalement très personnelle, mais sans doute très éclairante. Alexandre Touret, vous êtes visible. Quel a été le déclic ? Le déclic est venu du fait que, avant de choisir une entreprise dans laquelle je voulais travailler, c'était important pour moi que ce soit une entreprise qui véhicule des valeurs que moi j'ai. Et en fait, le fait d'être une personne LGBT, le fait d'être active dans cette communauté, ça faisait partie intégrante de moi. Et donc, je ne voyais pas intégrer une entreprise en ayant le besoin de me cacher, chose que j'ai déjà dû faire par le passé lors de mes premiers emplois. C'est pour moi un poids à porter qui était trop lourd. Et donc, j'ai décidé là de me rendre très visible au sein de l'entreprise. C'est ça, la tentation du placard, qui est le titre de notre table ronde ici. Vous l'avez connu aussi. Je l'ai connu étant plus jeune, notamment dans des pays où c'était plus difficile, comme l'Inde, où j'ai effectué une mission là-bas. Et j'ai eu je suis rentré dans le placard, alors que pourtant à l'université, ce n'était pas du tout le cas. Et je l'ai fait pour les mauvaises raisons, et c'était un poids... C'est quoi les mauvaises raisons ? Une crainte. Je pense que la crainte, c'était d'être catalogué comme une personne activiste, LGBT, la personne qui dérange, la personne qui n'est pas productive. Ça rentrait pas dans l'idée que j'avais d'une personne productive au travail, bizarrement. Et j'ai dû casser un peu les stéréotypes que j'ai appris, et pour me rendre compte qu'en fait, ça n'avait aucun sens ce que je pensais. Et donc, j'ai fait mon coming out. On vit comment quand on vit au placard ? On vit difficilement, c'est-à-dire qu'il faut toujours savoir quel pronom on utilise, il faut savoir modifier certains termes qu'on peut utiliser avec d'autres personnes, il faut savoir, il faut préparer ce qu'on va dire sur ses sorties du week-end, changer le nom du bar, parfois même changer le nom du restaurant qui peut avoir une connotation. On devient assez paranoïaque, c'est-à-dire qu'on aura même peur de dire qu'on allait voir un certain film au cinéma. Ça peut aller jusque-là. Vous, Cyrielle Collignon, en préparant cette émission, vous nous avez dit être je vous cite, un ovni raisonnablement inclassable. Mais encore. Effectivement. Vous cumulez un petit peu. Hein. C'est ça, exactement. Parce que moi déjà, en fait, j'ai un parcours heurté puisque je travaille chez EY, donc cabinet d'audit conseil. Donc ça renvoie une image très très sérieuse. Je suis passé par Normal Sup, j'ai fait un doctorat en sciences sociales. Ça renvoie toujours une image très sérieuse. Simplement, entre-temps, j'ai créé ma start-up qui s'appelle Voxwave, avec lequel on a développé une chanteuse holographique qui se produit sur scène grâce à des hologrammes, qui chante grâce à une technologie de synthèse de chant. Et là déjà, c'est un petit peu plus rock'n'roll. Et en fait,
c'est un peu ça, moi, qui me définit, c'est que j'ai un parcours où j'ai fait des choses très différentes et j'ai eu des expériences très différentes. Lesquelles si on devait résumer, c'est difficile à résumer difficile, parce que vous avez un parcours qui est très éclaté, mais comme ça, pour que ceux qui nous regardent comprennent qui vous êtes. Moi, en fait, à la base, au sortir du lycée, en fait, j'avais un truc qui était que je voulais, en l'occurrence, étudier des choses intéressantes. Et donc, à l'époque, je me projetais... En fait, je pense que beaucoup de personnes trans peuvent ressentir ça. Quand on n'a pas de conscience de son genre ou qu'on le refoule ou que c'est au fond de notre conscience, on fait tout un tas de choses où on s'implique énormément pour éviter de se poser des questions sur son genre. Et donc moi, ça a été les études. Donc je me suis retrouvé en fait parachuté à Henri IV parce qu'il y avait une classe qui venait d'ouvrir, qui avait l'air sympa, qui permettait de permettre à des lycéens de milieu modeste de rentrer dans une grande prépa parisienne et ensuite de rentrer en grande école. C'est ce qui m'est arrivé. Et puis du coup, ensuite, je me suis retrouvé dans les voies classiques de prépa et de grandes écoles. Une fois arrivé en grande école, que j'avais plus cette pression des études, j'étais stressé parce que je me disais, mince, il y a quelque chose qui tape à la porte, mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas du tout le fait que je me dis que je serais mieux en jupe et avec une robe. Non, pas du tout. Donc, je me suis investi dans ma start-up, donc, qui m'a amené à voyager un peu partout dans le monde. J'ai travaillé, donc, on a fait des concerts en France, on en a fait en Tunisie, on a fait un petit peu partout. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que si je développais une chanteuse virtuelle, c'était peut-être parce que, et qu'on avait une audience LGBT+, c'était peut-être parce qu'au fond, je voulais... qu'en fait, cette fille, elle me servait de proxy, en fait, et qu'en fait, c'était moi que je mettais derrière. Donc tout ça, ça m'a beaucoup heurté. Et à un moment, j'ai recherché de la sécurité, je me suis dit que je voulais évoluer différemment, donc ça m'a amené à me poser la question de la transition. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis dit que j'avais besoin d'une forme de sécurité. Et c'est ce qui m'a amené, en fait, à travailler chez EY. Moi, en fait... Alors, vous allez nous raconter, effectivement, votre arrivée chez EY, qui est ce point de bascule, finalement, dans votre vie. Mais je voyais Sean Kilbride vous écouter avec beaucoup d'attention. Je vous ai même vu noter, j'imagine que le parcours d'Alexandre Touré ou de Cyrielle Collignon rencontre un écho chez vous, Sean Kilbride. Vous en avez entendu des choses comme ça? Qu'est-ce qu'elle vous inspire, ces histoires? Moi, je travaille effectivement ESCP dans la partie formation continue. Alors, nous sommes en contact avec les entreprises tous les jours, que ce soit les individus qui veulent avancer dans leur carrière, ou que ce soit des entreprises qui veulent créer des programmes pour eux-mêmes pour une raison stratégique. Alors, ce qu'on attend souvent, c'est vraiment la bataille pour les talents, en fait. C'est la bataille pour les talents. Et les entreprises sont aussi conscientes que si on a des barrières qui sont aperçues dans les entreprises, on se bloque, en fait, d'une partie de population qui peut emmener beaucoup à l'entreprise. Voilà. Ça, c'est important. Aussi, je dirais, la partie innovation. On doit avoir un esprit d'innovation dans les entreprises. Et si on ne peut pas être à l'aise soi-même dans une entreprise, si on a ces barrières, on dépense beaucoup d'énergie psychologique à bloquer. Oui, bien sûr. Là, ce retour, c'est très, très pertinent, même pour les entreprises classiques. Voilà, les entreprises classiques. Mais il y a une volonté, je veux dire, de toutes les entreprises, même s'ils ne le font pas correctement, d'attirer ces talents. Et pour qu'on imagine bien ce décalage entre le monde étudiant et le monde de l'entreprise, dites-nous, on en est où sur les 6 campus de l'ESCP? On en est où en termes de visibilité LGBT+? L'ESCP, je veux dire, c'est une école qui a dans son ADN diversité. Alors, ça fait partie d'eux, mais après tout est perfectionnable. Oui, ça fait partie de l'ADN de l'école. Et puis, on vit, j'imagine, dans une forme de cocon. Aussi, on est un peu... Je ne sais pas, c'est peut-être une fausse idée que j'ai, mais on est un peu coupé du monde réel, on est entre soi. Et c'est vrai qu'il y a ce décalage, on se dit, en sortant de ce cocon universitaire où on a le droit d'expérimenter, où on a le droit de se chercher, entre guillemets, une fois qu'on arrive dans le milieu professionnel, on a un peu cette crainte de se dire... il faut rentrer dans le cadre parce qu'il y a une pression de la hiérarchie ou parce qu'il y a une pression pour faire carrière. Enfin, qu'est-ce qui fait que tout à coup, on a cette fameuse tentation du placard? Je pense que les pressions, elles sont multiples, en fait. Je pense qu'il y a la pression de, oui, on veut faire carrière et qu'on a peur que quelque chose qui peut dévier de ce qu'on peut considérer comme normal peut être une entrave. Et ça, c'est une peur, je pense, qui est réelle chez beaucoup de jeunes étudiants. Cyrielle Collignon? En fait, moi, c'est marrant parce que, en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis. Beaucoup de gens, même moi, je suis je suis très visible à l'intérieur de la boîte et donc on vient me voir, en fait, des fois en me disant, mais comment tu fais toi pour être visible? En fait,
moi, c'est vrai que dans ma transition, je l'ai fait, enfin, comment dire, pour faire une chronologie rapide, je suis rentré chez EY, j'ai été embauché chez EY en mai 2018, j'ai démarré ma transition en juillet 2018 et j'ai commencé à travailler chez EY en septembre. Donc j'avais 2 mois de THS et j'ai fait mon coming out la 2e semaine dans la boîte. Donc voilà, ils avaient recruté un garçon en costard avec des très très beaux sourcils et des très beaux ongles et en fait, pas de bol, c'était pas un garçon. Et en fait, il y avait ce truc... C'est quand même extrêmement courageux, pardon, mais... Bah, en fait, moi, justement, je le ressens pas comme du courage. C'est plutôt que dans mon cas, je voulais. La transition. Comment dire, le coming out trans a une particularité qui est qu'à un moment, c'est un choix qu'on fait dans sa vie, dans le sens où on décide d'assumer qui on est et simplement, tu peux effectivement être dans le placard quand tu es gay, tu peux voilà, passer pour quelqu'un d'hétéro, tu peux t'inventer. Mais à un moment, quand tu fais ton coming out et que tu changes tes habitudes, ta présentation de genre, que tu te fais refaire les seins, etc., tu peux juste plus le cacher. Et donc, en fait, moi, mon truc, c'était qu'à un moment, je me disais, mais en fait, au fond, est-ce que je veux vraiment continuer à vivre de cette façon en me dissimulant ou est-ce que je l'assume publiquement et si ça se passe mal, ça se passe mal et je trouverai une solution à ce moment-là. C'est une étude IFOP pour l'autre cercle. 32% des jeunes LGBT+, ont déjà été victimes de moqueries au travail, contre 12% des 50 ans et plus. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure un petit peu avec Alain Gavant, l'idée que l'expérience vous donne une forme d'assurance. Est-ce que ça a été votre cas, à l'un et à l'autre ? Oui, complètement. Moi, au tout début, justement, quand j'ai commencé à avoir une expression de genre féminine, alors même que j'avais 3 mois de traitement médicamenteux, donc en fait, concrètement, j'avais des traits encore très masculins, j'avais toute l'apparence, enfin, voilà, la blague, c'était, voilà, on a un homme en robe maintenant dans les locaux, quoi, donc bientôt, ça va être la Gay Pride dans les locaux. Oui, évidemment qu'il y a eu des moqueries, mais je dirais qu'au final, c'est surtout que les gens projettent leurs problèmes à eux. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes qui allaient voir les RH en se plaignant que je mettais des robes trop courtes, ou du rouge à lèvres trop rouge, leur argument c'était toujours dire oui mais moi j'ai pas le droit de faire ça. Mais typiquement. Voilà, j'ai eu le cas aussi d'une collègue qui me disait oui bah tu vois c'est normal que tu subisses de la transphobie parce que moi tu vois je suis arabe et je subis du racisme. Donc il y avait toujours cette logique du renvoyer au fait que faire subir la discrimination c'est par rapport à une discrimination vécue. Alexandre, vous l'avez vécu ça aussi ? Oui, je l'ai vécu. Alors, pas du tout chez mon employeur actuel, IBM, qui est une entreprise assez ouverte sur ce sujet-là, mais moi, j'ai la particularité d'être consultant, donc je suis souvent chez des clients différents. Et donc, il y a un coming out à faire tous les 3 ou tous les 6 mois. Et ce qui fait que, dépendant de l'entreprise pour laquelle je travaille, l'environnement et l'ouverture à la diversité n'est pas forcément la même. Donc, j'ai déjà entendu des remarques ou des choses que je catégoriserais comme homophobes. Ouais. Quel conseil est-ce que vous donneriez aujourd'hui, Sean Kilbride, à des jeunes qui auraient la tentation du placard aujourd'hui, en prenant leur premier emploi ? Dans les entreprises, comme je dis, cette volonté, souvent, les grandes entreprises veulent tirer du monde. Le problème, c'est qu'il y a une petite obsession avec les chiffres. Ça veut dire que, voilà, on a 30% des femmes dans les boards, nous sommes ouverts à embaucher les LGBT, on a 15 nationalités, etc. Nous sommes un programme divers. Le problème, c'est que quand on vient dans l'entreprise, si pendant une réunion ou un déjeuner, on ne peut pas dire, voilà, on part avec son copain en vacances, ou comme vous dites, on peut aller voir un cinéma, etc., un film. C'est là le problème. Il n'y a pas il y a cette volonté, mais il n'y a pas la culture qui suit. Je pense que ça qui est important, c'est vraiment, pas que ce soit affiché, mais qu'il y ait, par exemple, des managers qui encouragent qu'il y ait des événements, que ce soit vraiment accepté dans les entreprises. Alors, c'est des volontés, mais après, il faut que les cultures de l'entreprise suivent après. Il faut faire de la pédagogie au quotidien. C'est ce que vous faites, hein, je crois, Cyril Collignon. Oui, mais même au bout d'un certain temps, c'est là aussi où il y a des choses qui sont intéressantes et qui sont plutôt chouettes. C'est que moi, je travaille avec différentes équipes et en fait, en fin de compte, au début, ça les a surpris, clairement, mais surtout parce que j'étais au début de ma transition. Maintenant, c'est une question où même des fois, je peux carrément leur parler de certaines étapes de ma transition en leur disant « Tiens, bah voilà, à un moment, je vais devoir être arrêté parce que je vais devoir faire telle opération ou telle chose. » Les gens me disent « Ah, c'est super, je suis vraiment heureuse pour toi, je suis vraiment heureux pour toi. » Donc, au contraire, en fait, à un moment, le gros enjeu de l'inclusion, c'est pas juste voilà, de faire que les personnes puissent faire partie, enfin, être dans l'entreprise et être tolérées. C'est aussi qu'on puisse partager nos joies, nos peines, nos déceptions et être authentique au travail. Je pense que c'est le vrai enjeu au final. Allez, le mot de la fin, il est pour vous, Alexandre. Un conseil à un jeune qui nous regarderait là et qui serait tenté par le placard. Le conseil que j'ai à donner, c'est de faire un peu de recherche avant de postuler à une entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont très visibles, qui font énormément d'actions. Ces actions, on peut les trouver. Il y a pas mal d'événements de recrutement autour de ce qui est être LGBT, notamment LGBT Talents, qu'on a cofondé. Donc, faites vos recherches.
posez des questions aux gens des réseaux et trouvez la bonne entreprise pour vous. Merci Alexandre Touré, merci Sean Kilbride et merci Cyrielle Collignon. Que se passe-t-il quand on quitte Paris, travailler en région ou s'expatrier? Quelle différence? Quelle constante? C'est sous cette double perspective que nous allons poursuivre nos discussions. Mais d'abord, notre troisième catégorie de lauréats, les leaders LGBT+.